Okay, I will report the discussion. Oui, bonjour, je vais restituer les travaux d'atelier numéro 3, donc l'axe 3. Donc nous avons un temps très limité, donc je vais parler très rapidement. Il y a deux parties, donc tout d'abord atelier 3.1 et ensuite atelier 3.2. La thématique de l'atelier 3.1 Just a moment. La thématique, c'est les transformations des modes entrepreneuriaux, culture et développement, innovation technique et sociale, formes d'emploi numérique. Donc, notamment pour la première partie de cet axe 3, nous avons parlé de l'ESS et les modes entrepreneuriaux. Donc, comment est-ce que l'on transforme l'ESS et quels sont les nouveaux paradigmes qui opèrent dans ce cadre? Alors, nous avons longuement échangé sur ce point, donc avec des discussions très intéressantes. Donc, pour renforcer le rôle, le ESS doit jouer un rôle d'intégration. Donc, c'est vital pour cette économie sociale et solidaire. Donc, il faut promouvoir l'entrepreneuriat et il faut renforcer les ressources. Donc, il faut penser aussi aux droits de propriété et la gouvernance. Et nous avons des types d'entrepreneuriat autonomes. Nous avons besoin de logiciels libres également. Nous avons parlé de l'impact de ces logiciels libres et nous avons dit qu'il nous faut une neutralité technique avec des réseaux sociaux autonomes. Et vous savez que Internet joue un rôle très, très important, mais il faut que l'Internet soit neutre. Nous avons parlé de l'Internet et le fait d'établir des liens très étroits pour renforcer les capacités. Et donc, nous avons également parlé du modèle des circuits courts et l'impact sur l'économie de partage. Et dernier point, donc, nous avons parlé de la réglementation sociale et aussi la redistribution de l'économie éthique sans réglementation interne. Donc, cette économie de partage doit être une économie inclusive. Nous avons également parlé de la modernisation des services sur Internet et nous en sommes arrivés à 5 propositions. Tout d'abord, créer des partenariats de prospective et recherche, donc recherche-action et transfert de technologie entre le monde de la recherche, donc le monde de la recherche technologique et les sciences sociales, dans le monde de l'ESS, donc des groupes de recherche avec des transferts de technologie. Donc, deuxième proposition, c'est développement de l'Internet participatif à travers un réseau international qui est basé sur les principes de la sécurité des données, la sécurisation des données, les réseaux sociaux alternatifs et la neutralité du net. Troisième proposition, renforcer l'ancrage territorial de l'ESS et le travail en collaboration avec les pouvoirs publics. Quatrième proposition, utiliser les réseaux des entreprises de l'ESS pour développer des initiatives politiques et sociétales et pour poser la question des choix sociétaux et des processus démocratiques qui les produisent. Et enfin, dernière proposition, trouver les moyens de développer de nouvelles formes d'emploi, d'activités et d'entrepreneuriat collectif pour dépasser l'apparente contradiction entre entrepreneuriat individuel et dynamique collective grâce à des formes juridiques comme les coopératives d'activité et d'emploi. Donc, CAO en français. Donc, ça, c'est la première partie de nos propositions. Deuxième partie, donc, session suivante, sur la même thématique, mais quelles seront les nouvelles politiques et quels sont les besoins pour changer les politiques? Donc, nous avons dit qu'il faut changer l'échelle et transformer les modes d'entrepreneuriat tout en s'insérant mieux dans les chaînes de valeur et que l'ESS a besoin de l'implication de différentes parties prenantes dans différents domaines. Le domaine de la gestion, la législation, la recherche et développement,
avec par exemple les startups qui peuvent s'intéresser à ces modes entrepreneuriaux. Et il est important d'identifier les acteurs ESS. Donc, il faut travailler avec les collectivités locales, les universités, etc. Donc, il y a beaucoup de partenaires. Donc, il y a combien de propositions? 9 propositions au total. Tout d'abord, donc, il faut encourager des politiques qui sont participatives. Et deuxième, il faut établir les conditions pour le développement de partenariats publics ESS, par exemple avec des marchés publics qui n'excluent pas de petits producteurs. Et donc, il faut encourager des écosystèmes de financement qui sont hybrides. Ensuite, il faut élaborer des lignes guides pour les politiques publiques dans le domaine de l'ESS. Ensuite, il faut recueillir des données et développer des indicateurs de richesse qui sont des facteurs clés de succès. Ensuite, il faut soutenir l'élaboration de politiques publiques pour les finances sociales et solidaires au niveau local, national et international. Par exemple, grâce à des rencontres internationales sur le financement de l'ESS et grâce aux acteurs du financement. Et cela fait partie de l'agenda du groupe pilote international pour l'ESS. Je me perds un peu dans les chiffres. Alors, il faut encourager l'innovation tout en créant des liens avec des startups qui pourraient s'intéresser à ces modèles économiques ESS grâce à des incubateurs, par exemple, des incubateurs de proximité. Et enfin, il faut promouvoir le rôle de ESS pour la paix. Donc, cela grâce à l'éducation. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Hajime. Maintenant, nous allons avoir le résultat de l'atelier numéro 2. C'est Jean Fabre qui va nous faire rapport. C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une telle richesse de débat que ça va être difficile de tout vous restituer en très peu de temps. D'abord, on a porté un regard à la fois positif, donc bienveillant, mais extrêmement dépourvu de toute complaisance sur l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on a regardé les bons côtés, les grands succès, et puis aussi les limites qu'elle porte, qui fait que c'est pas toujours simple. Il faut penser que cet atelier était centré sur l'inclusion sociale, sur la justice sociale et sur l'équité dans le développement. Donc, dans quelle mesure l'économie sociale peut permettre ça? Et puis ensuite, il y a l'interaction avec les collectivités territoriales, puisqu'on a cette opportunité extraordinaire qui nous est offerte par le fait qu'il va y avoir Habitat 3 dans l'année qui vient, et donc de profiter de ça pour trouver des partenariats, des façons de faire qui vont pouvoir donner toute une respiration à l'économie sociale et solidaire. Le but de notre travail, c'est aussi donc dans ce cas de créer du désir d'économie sociale et solidaire quand on est à l'extérieur des cercles qui sont les nôtres, et puis à l'intérieur une remise en question qui fait qu'on s'améliore. Et créer du désir, si on veut étendre l'économie sociale et solidaire, ça veut dire qu'il faut la faire connaître davantage. Donc on s'est posé les questions en termes de, un petit peu comme le ferait une agence de publicité, de marketing. Qu'est-ce qui fait qu'on a des belles caractéristiques fortes et convaincantes qui peuvent être communiquées? On voit les grands succès qui sont ceux de l'économie sociale et solidaire, où à certains endroits elle était particulièrement efficace, avec des contextes très différents. Par exemple, dans des contextes du Nord, on la voit efficace sur les systèmes de santé, les mutuelles de santé par exemple, les systèmes d'assurance, quelquefois les banques coopératives. Il y a des domaines comme ça où certains services à la personne, des services sociaux, où la valeur de cette économie est prouvée, reconnue, visible. Dans des contextes de pays en développement, on va avoir
d'autres aspects qui vont ressortir. La capacité d'équiper en infrastructure qui va depuis ce qui se fait de façon assez formalisée jusqu'au fait que des gens qui sont dans la dynamique de l'économie sociale et solidaire vont quelquefois entreprendre par eux-mêmes de même réaliser jusqu'à des infrastructures qui devraient relever des pouvoirs publics parce qu'on n'est pas obligé d'attendre que les autres fassent si soi-même on a les capacités de faire. Donc, il faut aller sur les deux côtés. Mais comme on est dans une logique aussi de communication de ce qu'on a à faire, il faut comprendre, comme la règle d'or dans le marketing, c'est que toute communication est une promesse qui doit être tenue, sinon il peut y avoir un retour du bâton, que ça porte pour nous une exigence de travailler tout le temps sur la gouvernance interne. Et sur la gouvernance interne, il faut se poser la question, par exemple, est-ce qu'on est cohérent du point de vue des discriminations entre hommes et femmes? Est-ce qu'on est cohérent sur la démocratie participative ou non? Il y a toute une série de points comme ça. Vous allez avoir, je ne sais pas si on peut projeter le... Vous pouvez projeter pour moi ce qui est ressorti du la deuxième partie de l'atelier. Dans les problématiques qu'on s'est posées, c'est qu'il faut effectivement changer la perception que certains ont de l'économie sociale et solidaire, puisque quelquefois c'est positif, d'autres fois c'est pas forcément positif, et d'autres fois c'est simplement absent, ce n'est même pas sur l'écran de radar. Donc là, il faut arriver à l'amener. Un des points forts qui est ressorti de l'ensemble des discussions dans les 4 morceaux d'atelier qu'on a eus, c'est le fait que c'est important de renforcer tout ce qui se passe à la base. Et les impulsions doivent venir, elles peuvent venir de partout. Et on voit que quelquefois, ce sont des gouvernements qui lancent l'impulsion parce qu'ils ont des politiques de décentralisation qui amènent les collectivités territoriales à avoir des responsabilités et elles-mêmes vont se tourner vers les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est elles qui sont en demande de certaines choses. D'autres fois, c'est exactement l'inverse. Ce sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui, par ce qu'elles entreprennent, interpellent les collectivités territoriales qui elles-mêmes ont une capacité, par ce qu'elles font, en mettant ça, de faire remonter vers le haut. Et on peut aller même jusqu'à la création d'un ministère qui est chargé des questions de l'économie sociale et solidaire, parce qu'il y a suffisamment de municipalités qui sont engagées là-dedans. Donc cette nécessité de renforcer ce qui se passe à la base a été très présente dans nos débats. Et puis la dimension de la participation a été aussi très soulignée. Participation parce qu'il ne s'agit pas simplement pour certains de penser la société pour les autres, mais de faire en sorte qu'on fasse émerger des solutions qui soient des co-constructions par les gens concernés, des choses qui affectent leur propre existence. Et c'est là que l'économie sociale et solidaire prend toute sa force, parce qu'elle a ses racines dans la société, dans la volonté des gens. Et on se rend compte aussi que, chemin faisant, on va avancer. Alors là, vous avez des restitutions qui correspondent à la deuxième partie de l'atelier. C'est-à-dire la partie où on était en connexion avec la problématique des villes, les collectivités territoriales étant un partenaire naturel pour développer l'économie sociale et solidaire, et puisqu'elle va répondre à leurs problématiques. On a pensé qu'il était important dans chaque filière d'activité de structurer les choses. Pour pouvoir mieux les canaliser, pour pouvoir les enrichir, pour pouvoir avoir de la croissance. Et il serait intéressant de mettre en place un kit méthodologique pour partager les expériences en matière de démarche participative avec les acteurs locaux. Ce n'est pas facile à mettre en marche, il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre. Les uns les autres ont des expériences diverses. Il faut en profiter. De la même façon qu'on veut faire des références juridiques sur les lois qui encadrent l'économie sociale et solidaire au niveau national avec un kit qui puisse servir au niveau international, et bien de la même façon un kit méthodologique pour les démarches participatives avec les acteurs locaux. On voit l'importance d'inscrire les choses dans la notion du temps, c'est-à-dire que tout ne tombe pas comme ça directement en étant parfait. Il faut sortir de l'exigence quelquefois de l'efficacité immédiate, parce qu'on sait que c'est en coopérant qu'on devient coopérateur, coopératrice. C'est chemin faisant qu'on
qu'on s'améliore. Donc il y a le droit à l'erreur et à la rectification. Il faut du temps pour certaines choses. L'importance de l'information, une chose est ressortie tout le temps, c'est informer, former et communiquer. Informer, former et communiquer. Informer, l'information, ça veut dire aussi que si on veut donner du pouvoir de transformation sociale aux gens, il faut partager les informations qu'on a. Et très souvent, l'information est confisquée ou elle est mal communiquée, quelquefois par les médias ou par d'autres choses. Mais il faut pouvoir mettre les gens en position d'avoir la connaissance pour pouvoir en faire des décideurs éclairés. Et l'information que l'on possède, ce n'est pas forcément l'information qui est la bonne. Je connais ma façon de vivre. Je ne sais pas forcément comment vit mon voisin, quelles sont les contraintes qui pèsent sur elle ou sur lui. Donc, il faut aussi savoir rassembler les sources d'information pour en faire une information qui va au-delà de celle qu'on croit posséder. Et c'est important parce que quand on est acteur de l'économie sociale et solidaire, on va la voir sous l'angle du travail qu'on entreprend. Quand on est dans une municipalité, on va la voir sous l'angle du travail que l'on fait. Et puis quand on met les deux ensemble, on a deux types d'informations qui vont se rajouter les unes aux autres, plus celles qui vont venir des processus participatifs qui vont faire émerger dans la société civile des thématiques ou des idées ou des problématiques auxquelles on n'a pas forcément pensé. Donc voilà, l'importance de l'information est de partager l'information et d'avoir des indicateurs qui nous permettent de mesurer ce qu'on fait. Alors les indicateurs, il ne faut pas se référer à l'économie traditionnelle, hégémonique, pour mesurer ce qu'on fait, nous, comme résultat, puisqu'on se situe en dehors du cadre, souvent, de ce qui est l'échange marchand, même si on parle de économie sociale et solidaire, le but, c'est le bien-être, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement des gens. Donc il faut mesurer les choses avec des critères différents. L'efficacité, c'est celle qui répond justement à cette possibilité du bien-être, de l'épanouissement, ce que d'autres ont appelé le développement humain. Oui, 2 minutes. Donc, alors ensuite, il y a un élément qui est ressorti beaucoup, mais c'est un peu le hasard de la discussion qu'on a eue dans notre atelier, c'est que l'exemple de l'habitat a été assez fort. Il y a des très beaux exemples qui sont ressortis. L'habitat, qui est un domaine de spéculation fort, de confiscation de possibilités de vie, peut être aussi vu exactement à l'inverse, l'habitat non lucratif, participatif, etc. Alors, ça nous a amené à réfléchir sur ce que sont les cadres législatifs qui encadrent ou qui n'encadrent pas justement les vides législatifs qui existent autour de l'économie sociale et solidaire. Il est quelquefois utile d'avoir justement un cadre qui permet aux choses de se structurer, de s'exprimer et de vivre. Mais en même temps, quand on légifère dans un domaine, il ne faut pas que ça devienne un corset qui emprisonne les choses. Donc il faut trouver le moyen, et là les expériences des uns et des autres doivent être mises en commun, trouver le moyen pour qu'on ait des cadres législatifs qui permettent l'épanouissement de l'économie sociale et solidaire, mais sans la limiter dans sa capacité de créativité. Ce n'est pas très simple, mais c'est un défi qui est à relever. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait en dire beaucoup plus, mais grosso modo, vous retrouverez dans ce qu'on va vous donner par écrit, à la fois sous la forme de justement ces cases qui ont été prédéterminés, certains éléments, puis on vous donnera des éléments d'analyse par écrit après, parce qu'il y en a tellement, telle richesse, on ne peut pas tout restituer comme ça. Merci beaucoup, Jean. Alors, merci beaucoup, Jean Fabre. Et maintenant, le rapport de l'atelier numéro 1. Bonjour à tous. Dans l'atelier 1, on a réfléchi sur la question d'abord de l'atelier 1.1 de comment l'économie sociale et solidaire doit financer et mobiliser les ressources dans les territoires. Et dans l'atelier 1.2, on a réfléchi sur comment, à partir de l'économie sociale et solidaire, on peut construire des territoires et de l'habitat différents. Donc je vais commencer par faire une synthèse de ce qui a été dit sur la question du financement. Et qui dit financement dit fonctionnement de l'économie formelle. Et donc, ce que la salle a
a postulé comme le grand objectif stratégique, c'est de changer le paradigme économique et sociétal à partir de l'économie sociale. Pourquoi? Parce que si on veut changer les financements et la mobilisation des ressources dans les territoires, il faut tout de même changer la manière dont on décide d'allouer les ressources dans les territoires. Donc, c'était le grand objectif stratégique et qui a été décliné en sous-objectifs stratégiques, par exemple, débloquer l'accès au financement disponible de l'ESS. Les acteurs ont souvent été d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de financement qui ne peut pas être débloqué parce que les critères d'évaluation des projets de l'ESS ne sont pas peut-être adaptés à la manière dont fonctionnent les projets de l'économie sociale et solidaire. On a aussi évoqué comme objectif stratégique la diffusion des valeurs de l'économie sociale dans la finance mainstream. Comment faire pour que l'impact social et environnemental rentre dans les matrices décisionnelles de la grande finance? C'est un grand objectif. Et après, aussi, non seulement d'aller dans les circuits de financement formels et conventionnels, mais aussi de voir la finance solidaire comme un moyen d'accès aux ressources d'une manière plus équitative. Les participants ont décliné ça aussi en objectif opérationnel. Qu'est-ce qu'on doit faire très concrètement? Le premier objectif qui est apparu, c'est la législation. Il faut légiférer, on a mis l'exemple de la France, mais il y en a d'autres. Il faut légiférer pour que le rôle des institutions soit plus clair, pour qu'il y ait un cadre d'action juridique qui permette de promouvoir ou d'accélérer l'action des acteurs. Il faut aussi agir sur le cadre réglementaire, sur le cadre normatif de la finance. Et je ne veux pas parler de tout ce qu'on a dit, mais il y a aussi la question de la diffusion des compétences gestionnaires entre les acteurs, parce que certes, lorsqu'on demande du financement, il est nécessaire d'adapter les critères, mais nous ne pouvons pas proposer un système d'allocation des ressources qui ne soit pas lié à l'obtention de certains résultats. Il y a quand même une réalité gestionnaire qu'il faut diffuser parmi les acteurs, tout en essayant de résoudre la tension qui existe entre l'outil financier ou gestionnaire classique et les valeurs de l'ESS. On a parlé aussi de la nécessité de faire des alliances entre toutes les parties prenantes, des alliances entre la société civile, l'ESS et les universités, parce qu'il ne faut pas laisser que les universitaires restent dans leur coin, il faut les impliquer. Il y a beaucoup de ressources qui sont mises dans les universités qui ne sont pas forcément exploitées par les acteurs dans l'action. Concernant les propositions concrètes, on a parlé des monnaies locales, des SIC, des coopératives de travailleurs actionnaires, des coopératives d'emploi, des AMAP. On a parlé de proposer une politique d'achat public qui puisse faire le lien entre les secteurs publics et les acteurs de l'économie sociale. On a aussi proposé le tableau de bord citoyen de la finance en parlant d'outils. On a proposé la disponibilité des services de conseil, l'appropriation de la production d'énergie renouvelable par les citoyens, les PTCE, un exemple français qui a fait objet d'une présentation très intéressante et qui démontre comment justement un outil d'aménagement territorial qui vient d'une conception économique traditionnelle, mainstream comme le cluster, peut être aussi mis au profit de l'économie sociale et solidaire. On a parlé de l'utilisation des savoirs citoyens, de l'éducation populaire, entre autres propositions très riches que je n'ai pas le temps de restituer ici, et qui posent aussi des questions sur les niveaux de la réglementation, sur comment construire un cheminement critique pour arriver à nos objectifs, ce qui amène une question de priorisation et de cheminement critique de travail. Concernant l'atelier de ce matin, de l'atelier 1-2, on est allé plus sur la question de comment construire des territoires durables. Et là, je pense que
il y a une question de la nature de notre civilisation. Lévi-Strauss, il parlait que la culture des êtres humains et les civilisations c'est différencié par leur manière de consommer et de produire l'énergie. Et je pense, pour énergie, il faut le prendre au sens large. La nourriture, c'est aussi de l'énergie, c'est celle qu'on mange et qui nous permet de bouger, mais c'est aussi l'électricité. Et donc, le grand objectif stratégique, c'est donc de transformer l'occupation du territoire en fonction du changement de paradigme énergétique et alimentaire au niveau de cette occupation. Donc on a parlé de la nécessité de la planification territoriale, de diversifier le type de territoire et la manière dont l'ESS investit non seulement les campagnes mais aussi les villes, de diversifier les ressources financières et aussi parler de l'intégration des villes informelles dans les villes formelles par l'économie sociale et solidaire, de repenser la manière dont on gère les bidonvilles, de construire un urbanisme à taille humaine. Il faut que l'ESS développe sa propre vision de l'urbanisme et du territoire aussi. Puis, on s'est dit que ça devait passer par réinventer les mécanismes de financement locaux, par promouvoir l'agriculture urbaine comme un outil de planification, par garantir les fonciers comme un outil de financement et surtout par la participation active des citoyens et des organisations d'économie sociale et solidaire comme intermédiaires entre les citoyens et les pouvoirs qui permettent de définir les décisions en termes d'aménagement du territoire. Ceci a débouché sur des propositions très concrètes, par exemple adopter les directives volontaires sur la gestion des terres et des forêts de la FAO, la mise en place des consortiums d'économie sociale et solidaire au niveau international. Encore une fois, les outils sont apparus et ça c'est un vrai sujet je pense. Il faut créer des indicateurs appropriés, mais il faut aussi s'approprier des indicateurs qui existent déjà. Interdire l'exploitation, et ça c'était une proposition polémique, interdire l'exportation alimentaire hors du continent et s'appuyer sur la production locale, ça c'était une proposition très consensuelle. Le local est apparu et le niveau communautaire comme le niveau reconnu, légitime et plus approprié pour gérer ces problèmes. Il faut aussi créer une ingénierie financière compatible avec les valeurs de l'ESS. Reconstruire les critères d'évaluation, promouvoir la mise en place des budgets participatifs dans les collectivités locales parce que ces budgets peuvent être investis par les acteurs de l'ESS qui ont la capacité de mobilisation. Il faut aussi une veille et un échange entre les centres d'éducation populaire. Et quand on parle du territoire, il faut aussi parler de l'intelligence collective locale parce que c'est avec cette intelligence qu'on peut créer des mécanismes de résistance à certaines tendances globales qui tendent à détruire les territoires en fonction des intérêts multinationaux. Je vais finir. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de restituer la richesse des ateliers. Vous aurez ça aussi dans les documents et dans la synthèse proposée à la fin. Mais les problèmes et questions qui se posent, c'est vrai qu'ils ont relevé la question de comment on peut proposer un agenda commun pour traiter des réalités variées et différentes. Les réalités en Afrique, aux Caraïbes, d'Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Europe sont très distinctes. Comment faire un agenda commun? Aussi, on a parlé de la tension entre l'échelle territoriale et la planification à un niveau des territoires plus important. Donc, il y a un besoin de planification, mais à quel niveau? Et comment coordonner les différents niveaux? Et il faut aussi se poser la question sur est-ce que le local suffit pour remplir tous les besoins? Parce que le local, c'est une échelle pertinente, mais est-ce qu'elle est pertinente pour tout type de problème? Je conclus parce que je n'ai pas envie de m'attarder beaucoup trop, mais j'espère avoir restitué, et je m'excuse déjà avec les participants si j'ai passé trop vite sur certains points, mais j'espère que l'idée a été claire. Merci.